Emmanuel, Bonjour à tous. si vous voulez bien, on va regarder un petit film qui parle un peu de ce modèle économique et puis derrière, vous allez évidemment commenter tout ça. Un modèle économique particulier. En 2017, l'ADI a octroyé des microcrédits à 21 000 porteurs d'un projet d'insertion, entrepreneurs pour 3/4 d'entre eux, ou salariés, pour un total de 82 millions d'euros. Pour obtenir l'argent qu'elle prête, l'ADI, qui dispose d'une habilitation de la Banque de France, a la possibilité d'emprunter auprès des banques et d'institutions financières. Les prêts qu'elle octroie, même s'ils sont dans l'ensemble très bien remboursés, bénéficient de garanties de l'État, de l'Europe et des banques afin de couvrir une partie des pertes. Étudier les demandes de prêts, faire connaître l'association ou encore accompagner les clients engage des dépenses. Loyer, salaire, matériel, déplacement, communication ou frais administratifs notamment. Ces dépenses de fonctionnement représentent en moyenne 2 000 € par client. Côté recettes, l'ADI applique un taux d'intérêt et des frais de dossier à chaque prêt. Un prêt moyen de 4 000 € remboursé sur 2 ans rapporte ainsi environ 500 € de produits financiers. Cependant, l'ADI doit payer des charges financières, c'est-à-dire les intérêts des emprunts qu'elle a contractés et les pertes sur les prêts accordés, même si une partie est prise en charge par les fonds de garantie. Ainsi, sur les 500 € de produits financiers du prêt moyen, l'ADI n'en conserve que 400. C'est ce qui s'appelle la marge. Cette marge couvre environ 30% des dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, puisqu'elle contribue directement au développement économique, à la cohésion sociale et à l'insertion de ses clients, l'ADI perçoit des subventions et dons provenant des collectivités locales, de la Caisse des dépôts, de l'État et de l'Europe, mais aussi de très nombreux partenaires privés, entreprises, fondations et particuliers. Ces financements externes sont indispensables à l'ADI et représentent 70% de ses dépenses de fonctionnement. Au niveau de son patrimoine, l'ADI a constitué au fil du temps d'importants fonds propres pour pouvoir couvrir les risques qu'elle prend en prêtant à des jeunes entreprises et pour montrer aux banques qui lui accordent des crédits qu'elle est solide. L'ADI a également besoin d'une réserve de trésorerie pour verser l'argent des prêts aux clients en attendant d'obtenir les fonds en provenance des banques et payer ses dépenses de fonctionnement avant le versement des subventions contractualisées. Enfin, le modèle économique repose aussi sur la contribution des bénévoles qui font don de leur temps et de leurs compétences. Tous ensemble, ils représentent en effet, en équivalent temps plein, 1/3 des ressources humaines de l'ADI. Grâce à son modèle économique robuste, l'ADI œuvre afin que tout le monde puisse devenir entrepreneur. Tout est dit, hein, je crois. J'y vais. Alors quels sont les points forts, vraiment les points les plus robustes du modèle économique? Bon, d'abord, bonjour à tous. Vous êtes très très nombreux. Ça ne m'étonne pas qu'on ait un budget aussi important quand je vous vois tous, tous réunis. Ça m'impressionne beaucoup. Oui, on a évoqué Maria tout à l'heure. Moi, je voudrais citer Catherine Barbaroux, une autre ancienne présidente de l'ADI, qui était là ce matin et qui va nous rejoindre cet après-midi, qui avait toujours des expressions imagées. Elle parlait d'une construction sur pilotis. Et c'est un petit peu ça le modèle économique de l'ADI, c'est-à-dire un ensemble in fine assez stable et assez robuste, comme on l'a indiqué dans le plan stratégique, mais qui est bâti sur des piliers qui eux-mêmes, pris individuellement, sont relativement fragiles. On le voit bien quand on décompose notre budget par région ou par antenne départementale, où là, il peut y avoir des fragilités, des incertitudes d'une année sur l'autre, par exemple. Mais au total, effectivement, le fait d'être aussi tous ensemble, hein, cette force collective, le fait de mutualiser aussi une grande partie de nos moyens, ça nous assure aussi une stabilité
une stabilité importante. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un modèle qui est très cohérent. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas été imaginé comme ça au départ, il s'est construit au fur et à mesure, comme le font souvent nos clients entrepreneurs qui bâtissent et font évoluer leurs projets au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, voilà, on a trouvé une cohérence parce que la microfinance, ça consiste à allier deux choses qui paraissent antinomiques. D'un côté, une activité de type bancaire, et puis, de l'autre côté, la solidarité. Donc, l'activité de type bancaire, c'est ce qu'on fait. Hein. Nous, voilà, ça a été très bien expliqué dans le film, je ne vais pas paraphraser. On emprunte auprès des banques, on reprête, on fait une marge, et cette marge nous permet de couvrir une partie de nos charges, et notamment le coût du risque, le refinancement, et puis les frais de mise en place de nos dossiers, etc., et du recouvrement. Et puis, la partie de solidarité, c'est celle qui est apportée par les individus, d'abord, ici, voilà, dont beaucoup d'entre vous, évidemment, au premier chef, les bénévoles qui consacrent du temps à l'ADI, mais aussi les salariés qui s'engagent, qui sont militants et qui participent aussi à ce mouvement, les donateurs qui apportent des financements. C'est la solidarité des entreprises et notamment des banques qui nous soutiennent depuis de nombreuses années au titre de leur responsabilité sociale et environnementale. Et puis, c'est la solidarité nationale, si je puis dire, voire internationale, en tout cas celle de des collectivités publiques qui, en quelque sorte, financent les externalités positives générées par notre activité, c'est-à-dire ce qu'on fait tous ensemble pour contribuer à la création d'emplois, au développement économique des territoires fragiles ou à l'inclusion des personnes en situation difficile. Voilà, alors, cela dit, un modèle robuste, mais avec justement un certain nombre d'obstacles qui se dressent. Le premier, quand même, c'est que, in fine, tout ça est assez complexe, et c'est vrai qu'on passe tous, et vous passez tous, beaucoup de temps pour négocier ces financements auprès des partenaires, pour en rendre compte, pour gérer les multiples conventions. On le dit souvent, mais ce n'est pas une légende. On a plus de 600 partenaires et on a chaque année plus de 1000 conventions à signer, à gérer, auxquelles il faut rendre compte. Donc tout ça, évidemment, c'est une grande complexité. Et c'est vrai que ça prend du temps et peut-être que ce temps pourrait plus utilement être passé pour accompagner et soutenir davantage d'entrepreneurs. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que c'est certes robuste, mais très exigeant. Alors, la première exigence, parce qu'on l'a aussi bien dit, il y a maintenant une part, le premier financeur de l'ADI, ce sont les clients de l'ADI, à travers le remboursement de leurs prêts. Et pour que ça marche, il faut que, d'abord, évidemment, on délivre des prêts et puis qu'ils soient le mieux possible remboursés. Ça oblige évidemment toute l'association à fonctionner de façon optimale en termes de maîtrise du risque et puis en termes d'efficacité. Juste peut-être pour faire une petite règle de 3, on a dit c'est 30% du budget qui vient de l'autofinancement. Donc simplement pour augmenter nos ressources de 3%, il faut qu'on augmente l'encours de prêt de 10%. Calcul assez simple à faire. Donc vous voyez, il a une première exigence vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos clients qui est extrêmement forte. Mais il y a aussi une exigence qui est apportée par nos partenaires, parce que quand on présente nos comptes, le régime juridique des financements qu'ils nous accordent, ce sont des subventions, mais il ne faut évidemment pas croire, et vous le savez bien, qu'il s'agit de nous donner de l'argent parce qu'on aime bien ce qu'on fait. Des financeurs considèrent que ce qu'on fait est bien, ils nous donnent de l'argent comme ça. On est financé par des conventions où il y a des objectifs à atteindre, des moyens à mettre en œuvre, des actions à mettre en place qui sont exigeantes. Et si on ne les atteint pas, ces financements, on ne les reçoit pas, ou on les reçoit peut-être l'année N, mais pas l'année N+1. Donc c'est vraiment un modèle très exigeant qui nous oblige à être de plus en plus efficace chaque année et à rendre compte de notre action de façon extrêmement rigoureuse. Et puis troisième, et ce sera mon dernier point que je voulais souligner pour aussi que tout le monde se mobilise bien sur ce sujet, parce que la robustesse, ça pourrait inviter à un certain confort, et dans le cadre de notre plan stratégique, on a des enjeux forts. C'est un modèle qui est aussi extrêmement changeant. Derrière l'apparence, on parle de stabilité des subventions publiques et privées. À l'intérieur de cet ensemble, il y a beaucoup d'évolutions. On a, depuis de nombreuses années, la montée en puissance des régions, des intercommunalités, au détriment des départements de l'État. Donc c'est un changement de la carte des intervenants en fonction des évolutions, des compétences et des moyens des différentes collectivités publiques. Il y a des exigences accrues de la part de nos bailleurs privés qui demandent aussi des résultats, qui flèchent de plus en plus de financement sur des actions. Les banques qui nous demandent aussi un professionnalisme de plus en plus important.
Et puis, enfin, voilà, l'évolution générale de notre modèle, c'est que la part de notre autofinancement, donc celle qui est directement générée par notre action, par votre action, elle est de plus en plus importante. C'est celle qui nous donne l'autonomie, qui va nous donner demain les moyens de notre développement. Donc, ça veut dire derrière que chacun doit contribuer, vous voyez venir, contribuer le plus possible à développer notre activité tout en maîtrisant nos charges et notre risque. Voilà les messages que je voulais faire passer en complément de l'excellente description du modèle qui a été présenté. Tout ça a l'air très robuste. Après tout, les deux seules choses qui peuvent détruire une maison sur pilotis, c'est le réchauffement climatique ou un tsunami. Il n'y a ni l'un ni l'autre qui menace la non? Oui, tout à fait. Mais je crois que Venise a été construit un peu sur pilotis, donc il y a des fragiles. C'est un bon exemple. Il y a à la fois 500 ans ou 600 ans d'histoire, mais aussi un peu de fragilité. Donc il faut défendre ce patrimoine. Voilà. Et ben voilà. Vous êtes la Venise des ONG. C'est pas mal, c'est très beau. Merci beaucoup, Emmanuel.